Bonjour à vous tous. Je suis ravi d'être en votre compagnie pour animer ce webinaire spécial Nouvelles mesures douanières américaines, quels impacts pour vos exportations vers les États-Unis. Un webinaire spécial organisé par Business France en partenariat avec la DGT, la Direction générale du Trésor à Bercy, et puis les douanes et droits indirects, la Direction générale, la DDGDDI, qui sera donc en notre compagnie évidemment parce que la question douanière est au cœur, évidemment, du sujet. Alors, les entreprises exportatrices que vous êtes, confrontées à cette nouvelle réalité commerciale que jamais on n'aurait imaginé d'une telle ampleur, et puis si versatile. Il y a encore quelques semaines, une décision américaine qui impacte directement plusieurs secteurs où la France a des positions fortes, notamment les cosmétiques, l'habillement, la maroquinerie, les vins, les spiritueux, l'agroalimentaire, l'aéronautique évidemment, mais plus généralement toute entreprise exportant vers les États-Unis. Alors, ce webinaire va vous proposer une présentation d'une bonne heure environ pour décrypter cette nouvelle donne commerciale et ses conséquences. Nos invités vont partager leurs analyses, leurs recommandations opérationnelles et apporter en quelque sorte un éclairage stratégique et réglementaire presque en temps réel, au plus près, on va essayer, au plus près des dernières évolutions. Vous êtes très très nombreux à vous être inscrits aujourd'hui, plus de 1000 aujourd'hui qui êtes branchés ici en ce moment même, notamment, et ça c'est grâce aussi à l'implication de la Team France Export, le réseau qui regroupe Business France, les CCI, BPI France, les régions, les différents services de l'État, pour que ce rendez-vous soit un franc succès et qui explique donc cette forte mobilisation. Je le dis, je le répète, vous êtes plus de 1000 aujourd'hui à être actuellement en notre compagnie. Alors, vous aurez la possibilité de poser des questions dans l'interface sur laquelle vous êtes branché, sur Livestorm. Les questions, il y en aura beaucoup, donc elles ne seront pas traitées aujourd'hui en ce moment même, mais elles seront compilées par écrit par les différents services de Business France, de la DGT ou des douanes, et puis des réponses écrites vous seront apportées dans les prochains jours. Vous voyez, il faut cliquer sur l'onglet à droite, marqué questions, en bas à droite de la plateforme. Et là, vous avez l'occasion donc de poser vos questions auxquelles on répondra, donc qui seront répondues donc dans les prochains jours par, je le disais, les intervenants de la DGT, de Business France et puis des douanes. Voilà, on va essayer d'être le plus pratico-pratique pour que les entreprises puissent trouver l'information qui parfois peuvent leur manquer. Alors, je vais vous présenter les 4 intervenants qui seront en notre compagnie. Nous aurons d'abord Pierre Elliott Rosan. Bonjour Pierre Elliott, vous m'entendez ? Je vous entends parfaitement. Bonjour à tous. Voilà, il m'entend parfaitement. Il est chef du bureau de la politique commerciale à la DGT, donc la Direction générale du Trésor à Bercy. Nous serons ensuite avec Melitza Guéné-Garcia. Bonjour Melitza, vous m'entendez bien ? Bonjour, oui, très bien. Voilà. Vous êtes responsable d'études réglementaires en charge notamment de la zone Amérique. Je sais que vous suivez aussi le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, qui sont des régions elles aussi terriblement impactées par les décisions présidentielles américaines. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la zone Amérique que vous suivez d'un point de vue réglementaire. Vous êtes au sein du service de la réglementation internationale de Business France qui est basé à Marseille. Ensuite, nous aurons Valérie Brochet. Bonjour Valérie, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour à tous, je vous entends très bien. Voilà, vous m'entendez très bien. Vous êtes chef de la section politique commerciale au bureau de la politique tarifaire et commerciale. Dans le jargon administratif, on appelle ça la commune 3 et beaucoup d'entreprises, évidemment, connaissent vos services, donc à la direction générale des douanes et des droits indirects. Et puis, nous prendrons le chemin de New York pour retrouver Frédéric Rossi, directeur de zone Business France Amérique du Nord. Bonjour, mon cher Frédéric. Bonjour Arnaud, bonjour à tous, très heureux d'être là. Voilà, vous nous entendez parfaitement, miracle de la technique, donc depuis New York. Il y a encore des choses qui marchent aux États-Unis. Voilà, vous qui dirigez le bureau de Business France Amérique du Nord, donc États-Unis et Canada, avec les 6 bureaux qui sont sur place. Voilà, on vous retrouvera donc tous dans un instant, donc dans l'ordre que je vous ai présenté. Et puis, j'aurai l'occasion de vous poser quelques questions qui me sont venues en préparant ce webinaire à l'issue de chacune de vos présentations. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on entende une vidéo spécialement tournée pour cette occasion par Laurent Saint-Martin, le ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger, tournée spécialement alors qu'il rentrait de sa tournée ASEAN
et Japon. Vous avez peut-être vu qu'il était là aussi dans des pays qui sont importants pour le commerce extérieur français et qui sont aussi frappés de plein fouet par les mesures américaines. Beaucoup de ces pays, et on aura l'occasion d'y revenir aussi peut-être, avec lesquels nous avons des accords de libre-échange. Je pense par exemple au Vietnam. Allons-y, si vous voulez bien, du côté de la technique pour que l'on voit donc la vidéo spécialement enregistrée pour l'occasion par le ministre, par Laurent Saint-Martin. Bonjour à tous. Je tenais tout d'abord à remercier les équipes de Business France pour l'organisation de ce webinaire. Nous sommes bien dans un climat d'incertitude fort. Et notre objectif aujourd'hui est justement de vous donner quelques grands points de repère. En introduction de ce webinaire, je voudrais donc partager avec vous 3 grands messages. Premier message, c'est que les décisions américaines, qui sont brutales, vont avoir un impact tant direct qu'indirect sur les entreprises européennes et françaises. Impact direct d'abord parce qu'aujourd'hui la majorité de nos exportations font désormais l'objet de droits de douane rehaussés. Et ce, quand bien même une pause de 90 jours a été annoncée par le président Trump. Impact indirect ensuite, car les 145% de droits de douane imposés par les États-Unis à la Chine vont nous exposer à un risque de redirection des flux commerciaux et donc de concurrence directe aux producteurs européens. Et donc au total, ces droits de douane vont avoir un effet négatif pour l'économie mondiale, augmenter les prix pour les consommateurs, augmenter les coûts pour les entreprises. Je mesure également l'impact que peut avoir le climat d'incertitude actuel pour la prise de décision dans chacune de vos entreprises. Le second message qui est le mien, c'est de vous assurer de la détermination de l'Union européenne et de la France à s'assurer d'une issue favorable aux tensions commerciales actuelles. Le commerce transatlantique est une source de prospérité, de stabilité pour l'Union européenne comme pour les États-Unis, et les décisions profondément injustes de l'administration Trump viennent fragiliser ces liens économiques profonds de commerce et d'investissement. L'Union européenne est déterminée à trouver une solution négociée et constructive vis-à-vis des États-Unis. Mais néanmoins, l'Union européenne est claire sur le fait qu'elle saura faire respecter ses droits par l'application de contre-mesures si les contacts des prochaines semaines échouent à produire la désescalade nécessaire. C'est le sens des discussions que nous avons en ce moment au sein du Conseil des ministres de l'Union européenne. Je tiens à souligner que nous ne recherchons pas l'escalade, bien au contraire. L'objectif est de faire respecter nos droits et nos intérêts économiques. Le troisième message, c'est le souhait du gouvernement de pouvoir travailler le plus étroitement possible avec les filières impactées par les mesures américaines. Il s'agit de pouvoir bien comprendre la manière dont vous anticipez les impacts des mesures américaines de manière suffisamment granulaire, mais également vos intérêts offensifs vis-à-vis du marché américain. Cet échange est très important pour pouvoir calibrer de manière efficace les prochaines étapes de la réponse européenne et française, le contenu du dialogue transatlantique en matière commerciale, comment calibrer de possibles futures contre-mesures et accompagner par les différentes administrations. Le webinaire d'aujourd'hui doit vous permettre d'obtenir des informations utiles, concrètes, pratiques sur l'état des tensions commerciales, de répondre à vos questions et de vous donner des contacts utiles chez Business France, au sein de la Direction générale du Trésor, de la Direction générale des douanes et des droits indirects. Je tiens encore une fois à souligner l'engagement du gouvernement et le mien personnellement sur ces sujets, sur ce dossier prioritaire. Je vous remercie. Voilà donc pour la vidéo du ministre. Alors nous allons donc démarrer notre série d'intervenants qui vont donc vous éclairer sur ces nouvelles mesures douanières américaines. Avec, je le disais tout à l'heure, nous allons démarrer avec Pierre Elliott Rosan, donc chef du bureau de la politique commerciale, de la stratégie aussi, de la coordination à la DGT, la Direction générale du Trésor, donc à Bercy. Vous m'entendez bien là, Pierre, à nouveau, ça va ? Parfaitement. Voilà, merci Pierre Elliott. Alors, peut-être une première question, on va peut-être essayer d'être pratico-pratique, je le disais tout à l'heure, de nous donner un peu les derniers taux en vigueur ou prévus, ou du moins ce que l'on sait, parce que c'est vraiment très très difficile de s'y retrouver tant ça peut changer. Vous avez vu, outre ce que l'on sait, ce que vous allez nous rappeler, les menaces que on va peut-être être confronté sur la pharmacie, sur les semi-conducteurs, sur les minerais critiques. Vous avez vu, alors même si nous avons assez peu de minerais critiques, ou les restrictions dans l'autre sens à l'exportation à des Américains, sur les puces d'intelligence artificielle par exemple. Voilà, difficile de s'y retrouver. Comment
comment on a pu arriver là et comment nous, Européens, nous sommes au cœur de cette escalade qui concerne évidemment nos intérêts. Rappelez aussi peut-être que ce sont des tensions, y compris entre Européens et les États-Unis, qui maintenant étaient en germe déjà dans la première mandature de Trump, et puis même avec Biden, et je pense à ces mesures de ce qu'on appelait le IRA, tout ça fait beaucoup, et on est vraiment dans une escalade. Est-ce que vous voulez nous résumer un peu tout ça ? Avec grand plaisir et très heureux de pouvoir partager tout cela avec vous aujourd'hui sur ces sujets qui ont une actualité assez brûlante, qui bougent beaucoup, qui sont assez incertains et puis qui nous gardent éveillés tard le soir. Peut-être pour vous faire le panorama de ce qui aujourd'hui s'applique et en vous faisant ça de manière la plus chronologique possible. Vous savez, depuis le 12 mars, sont entrés en vigueur des droits de douane supplémentaires sur l'acier et l'aluminium. Ça correspond à une réactivation d'un contentieux historique qui date de 2018, donc de Trump 1, mais qui a été élargi puisque plus de produits sont concernés, plus de produits en aval sont concernés, et avec une quotité plus haute de droits de douane sur l'aluminium. Tout est à 25%. Et ça concerne 26 milliards d'euros d'exportation européenne vers les États-Unis. Donc c'est la première chose. La deuxième, c'est à partir du 3 avril sont entrés en vigueur des droits de douane rehaussés de 25% sur les véhicules et sur les pièces détachées automobiles. Ça concerne 67 milliards d'exportations européennes vers les États-Unis. Et puis surtout, et je pense que c'est aussi ça qui vous inquiète aujourd'hui, c'est la mise en place à partir du 5 avril de ce qu'on appelle des droits réciproques, qui aboutit à l'application d'un droit de douane supplémentaire de 10% vis-à-vis de tous les partenaires commerciaux des États-Unis, et puis s'y ajoute un droit spécifique par pays, le tout étant calculé par l'administration américaine pour compenser le déficit commercial américain. Alors, l'Union européenne, dans ce cadre-là, elle se voit appliquer un droit supplémentaire de 20%. C'est un droit qui vise à pouvoir corriger l'ensemble des barrières tarifaires et non tarifaires que nous critique l'administration américaine, que ce soit des barrières tarifaires, par exemple, sur l'automobile, ou des barrières non tarifaires qu'ils estiment discriminatoires ou préjudiciables à leurs intérêts, par exemple sur des normes à l'importation ou encore la TVA ou la réglementation européenne sur le numérique. Pourtant, évidemment, et je le rappellerai, toutes ces règles et ces normes sont parfaitement légales et légitimes. Quelques biens sont exemptés, mais c'est souvent soit parce que les États-Unis ont une dépendance spécifique sur un produit, typiquement des produits énergétiques, ou alors parce que des enquêtes spécifiques américaines visant in fine à rehausser les droits de douane sont prévues. C'est le cas, comme vous le disiez à l'introduction, sur les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs et puis certains minerais critiques intrants notamment de la filière auto. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu qu'il y a une grosse semaine, le président Trump a décidé d'une suspension de 90 jours de certaines mesures tarifaires. Il faut bien avoir en tête qu'en fait, ce qui est suspendu, c'est 10% du droit de douane appliqué à l'UE. Donc aujourd'hui, ce qui est appliqué à l'UE, c'est un droit de douane supplémentaire de 10%. Donc si on fait le panorama complet, vous avez 10% sur les droits réciproques, vous avez les 25% sur l'acier et l'alu, et vous avez 25% sur l'automobile, ce qui correspond donc à un total d'exportation européenne couverte de 380 milliards d'euros. Et peut-être pour rebondir sur votre question relative peut-être à l'historique et pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Alors oui, je pense qu'on s'étonne tous de la rapidité de la mise en œuvre de ces mesures, qui je pense surprend aussi l'industrie nord-américaine. Mais en réalité, c'est sans doute aussi une continuation, une accélération d'un agenda commercial et industriel qui date de plus longtemps. Et c'est hérité d'une critique américaine du fonctionnement du commerce international et de l'OMC en particulier, l'OMC, et notamment depuis l'accession de la Chine à l'OMC, qui est accusée par les États-Unis d'être la grande gagnante et de, en partie, s'être jouée des règles du commerce international. Et donc, dans les faits, la conséquence de tout ça, c'est une remise en cause assez profonde par l'administration américaine de règles fondamentales du commerce international et en particulier ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée, le fait que, hors accord de libre-échange, un État applique les mêmes taux à tout le monde pour un produit similaire. Voilà, dites-moi si j'étais trop loin, Arnaud.
Non, c'était parfait. On rappellera en plus que les Américains sont largement excédentaires vis-à-vis de l'Europe en matière de services, hein, ce qui est rarement mentionné par l'administration américaine. Alors justement, quelle pourrait être la réaction des Européens à ce stade? Vous avez entendu le discours ferme du ministre. La Commission avait posé donc ses contre-mesures, qu'elle a mise presque aussitôt en pause quand effectivement Trump est revenu est passé de 20 à 10%. Alors comment tout ceci pourrait se déployer, évoluer? Quelles pourraient être les armes de l'Europe, ces fameuses contre-mesures auxquelles tout le monde songe? Écoutez, peut-être le premier point, je pense, c'est un premier message de la Commission assez clair sur le fait que les mesures américaines déstabilisent le commerce transatlantique et regretter profondément les mesures américaines qui auront un impact négatif sur l'économie, un impact inflationniste pour les consommateurs, bien sûr, et un impact sur le commerce mondial. L'OMC a sorti ce matin ses prévisions d'évolution du commerce pour 2025, évolution qui est prévue en baisse à moins 0,2% en 2025, après une hausse en volume de 2,9% l'an dernier. Donc, ce climat d'incertitude et de hausse des droits a déjà un impact. Donc, l'Union européenne, elle rappelle tout d'abord dans le message, et je pense que c'est important de rappeler, que les critiques américaines à l'égard des politiques menées par l'Union européenne sont parfaitement infondées. Comme vous le rappelez, les États-Unis ont une balance certes déficitaire sur les biens, mais elle est largement en surplus sur les services. Par ailleurs, en fait, quand on regarde les droits de douane effectifs appliqués des deux côtés de l'Atlantique, ils sont relativement similaires, même très proches. Et enfin, les réglementations européennes critiquées par les États-Unis sur le numérique, sur l'environnement, elles sont parfaitement conformes aux règles du commerce international. Donc, comme le ministre délégué l'a rappelé en introduction, l'Union européenne, elle est parfaitement déterminée à défendre ses intérêts sans rechercher l'escalade. Donc, aujourd'hui, la période qui s'ouvre des 90 jours, elle a pour but, pour la Commission, de tenter de trouver une solution positive au conflit actuel qui satisfasse les deux parties. Et c'est bien le sens de la suspension pour 90 jours des premières contre-mesures qu'on avait adoptées sur le dossier acier-aluminium. Concrètement, des contre-mesures, c'est vous augmenter le droit de douane sur les importations européennes depuis les États-Unis. Et donc, l'Union européenne avait terminé le process pour établir cette liste de contre-mesures. D'ailleurs, elle est publique. Ça concerne 21 milliards d'exportations américaines. Mais pour laisser sa chance au dialogue et trouver une solution constructive, ça a été suspendu pendant la même période de temps que la suspension des 10% de droits réciproques américains. Mais ce qui est clair, c'est que on veut donner sa chance à la discussion, bien sûr, trouver une solution positive, mais on est aussi prêt à une réponse ferme et proportionnée pour défendre nos intérêts. En termes de futures options, voilà, toutes les options sont étudiées par la Commission. Et puis un dernier point, je pense, et comme le ministre l'a rappelé, certes, il y a l'impact sur nous des mesures américaines, et puis il y a l'impact sur les autres qui peut avoir un impact sur nous. Parce qu'effectivement, des droits très élevés sur la Chine ou avec d'autres gros producteurs industriels, notamment en Asie du Sud-Est, peut avoir un impact de redirection de flux vers nous. Absolument. C'est d'ailleurs une question que je vous poserai tout à l'heure, hein. C'est la diversification qu'on peut avoir et puis comment on peut, dans ces nouvelles plaques tectoniques, hein, qui sont en train de se dessiner, comment l'Europe peut tirer son épingle du jeu, hein. Vous avez vu d'ailleurs, par ailleurs, c'est très intéressant, qu'il y a quand même des voix qui appellent, et peut-être qu'on arrivera à ça, allez savoir, qui appellent à ce qu'on ait des taux à 0% finalement entre les deux blocs, hein. Vous avez entendu plusieurs voix qui commencent à s'élever là-dessus. Allez savoir, peut-être que c'est ce vers quoi on se dirigera dans quelques années. Alors, vous nous avez présenté ce panorama. Vous avez des mesures aussi, hein, qui ont été mises en place par Bercy, par vous-même. Donc, hein, est-ce que vous voudriez nous les rappeler, notamment comment vous vous inscrivez dans Access to Market, hein, qui est le portail qui permet aux exportateurs et aux importateurs, hein, de l'Union européenne de trouver des informations détaillées, droits de douane, règles d'origine, etc. Est-ce que vous voulez nous rappeler, puis le message que vous voudriez faire passer aux entreprises, hein, qu'elles puissent vous alimenter, hein, en perspective et puis en faits concrets qui permettent de vous orienter? Avec plaisir. Avec mon équipe côté DG Trésor, on a mis en place en fait une page internet où on essaie d'avoir toutes les informations les plus à jour sur les mesures américaines. Alors, on ne prédit pas l'avenir, mais on dit ce qui est en place. Et je pense que ça peut être utile. On a une page avec les questions les plus fréquemment posées, qu'on essaie de mettre à jour à chaque fois qu'il y a une évolution du cadre américain. On essaie de rappeler le calendrier, puis la réponse européenne, globalement tous les liens utiles. Donc c'est sur le site du ministère, sur la page de la DG Trésor, assez facilement trouvable.
On a aussi créé un petit guichet, une adresse mail qui se trouve aussi sur cette page Internet pour répondre aux questions les plus fréquentes des entreprises, essayer de les rediriger vers les bonnes administrations au besoin. On reçoit aujourd'hui une vingtaine de demandes par jour, mais je pense que ça va continuer d'augmenter. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'était aussi le fait que si vous souhaitez des informations le plus au fil de l'eau, il y a une ressource qui est hyper utile, c'est notre service économique régional à Washington, au sein de l'ambassade, qui fait une lettre d'information hebdomadaire avec les annonces sectorielles et commerciales, et c'est vraiment une source très précieuse et très fouillée. Et puis, peut-être, ce que je voulais aussi vous dire, c'était que les équipes du Trésor sont vraiment là aussi pour préparer les prochaines étapes de la discussion au niveau européen. Donc, on prépare les filières de travail sur les sujets commerciaux, et donc on a besoin d'entretenir ce dialogue régulier avec les filières pour pouvoir instruire nos positions. Et donc, c'est très utile que les entreprises qui sont connectées puissent faire remonter par leur tête de filière, par leurs organisations professionnelles, toute leur sensibilité, leurs priorités sur tout cet agenda. On a besoin de bien comprendre l'impact des tensions sur les secteurs d'activité, sur vos marchés, sur vos approvisionnements aussi. Et puis, on travaille beaucoup avec les équipes de la Direction générale des entreprises. Et puis, tout ça, c'est pour pouvoir bien alimenter la commission. Et puis, enfin, avoir la bonne sensibilité sur vos intérêts pour qu'on puisse défendre les positions les plus utiles à Bruxelles. Eh ben, merci à vous, Pierre et Elliott. Vous êtes déjà près de 80 questions qui ont été posées dans l'interface de Livestorm. Ces questions, je le répète, qui ne seront pas traitées aujourd'hui. Elles seront compilées par écrit par les services de Business France, de la DGT et des douanes. Et des réponses écrites vous seront donc apportées dans les prochains jours par ces mêmes entités. Merci à vous, mon cher Pierre-Elliott Rozan. Je vous retrouverai tout à l'heure, notamment sur cette question de diversification que vous aviez abordée. Et puis, les problématiques, évidemment, avec la Chine aussi, évidemment, en filigrane. Merci à vous. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Melitza Guéné-Garcia, que je retrouve à Marseille. Donc, vous qui suivez donc l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud d'ailleurs, mais là, c'est ça qui vous intéresse, donc l'Amérique du Nord, au sein du service de réglementation internationale de Business France. Peut-être nous rappeler d'abord un peu quelle est la mission de Business France. Rapidement, vous nous mettez un premier transparent et comment elle se coordonne et s'articule au sein de la Team France Export. Melitza. Merci Arnaud et bonjour à tous. Ravi de partager ce moment avec vous. Oui, tout d'abord, donc Business France est l'agence publique nationale chargée d'aider les entreprises françaises dans leur démarche d'export vers l'international et de favoriser les investissements étrangers sur les territoires français. L'agence gère également le programme de volontariat international en entreprise ou en administration, facilitant aussi l'expérience professionnelle à l'étranger pour les jeunes talents. Business France et la Team France Export sont mobilisés pour booster la croissance à l'international des entreprises françaises. À vous, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, la force de la Team France Export, c'est la puissance d'un réseau de partenaires publics et privés capables de prendre en charge toutes vos problématiques liées à votre développement export. Nous comptons à ce jour 230 conseillers chargés d'affaires présents sur l'ensemble du territoire, capable d'accompagner aujourd'hui près de 65 000 entreprises françaises au quotidien. Nous avons aussi une forte présence à l'étranger, dont nos bureaux en Amérique du Nord. Monsieur Rossi vous parlera sur la mobilisation des Business France dans les contextes actuels aux États-Unis. Eh bien, parfait. Alors, dans ce contexte, quel est un peu le rôle du service de réglementation internationale, donc chez Business France? Comment vous vous êtes mis en branle? Comment vous vous êtes organisé pour apporter des réponses concrètes, apporter du soutien aux entreprises dans, encore une fois, ce contexte auquel on n'aurait encore jamais pensé, même si Donald Trump le mettait dans son programme présidentiel. Mais enfin, on pensait que tout ceci serait assez nuancé et finalement assez gérable. Et puis, tout d'un coup, on se retrouve face à une explosion. On est entre stupeur et tremblement, en quelque sorte. Comment vous avez fait chez BF à votre service? Comment vous faites? Comment vous vous organisez? Et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Quel est votre rôle? Oui, bien sûr. Le service réglementation internationale au sein de la direction des programmes export est composé de spécialistes en réglementation pour aider les entreprises à trouver des informations sur la réglementation douanière et produits
pour les importations dans les différents pays. Nous jouons un rôle central au sein de la Team France Export avec vos conseillers en région, les chargés d'affaires et conseillers internationaux. Nous accompagnons les sociétés sur les sujets réglementaires à l'importation dans les pays de destination de vos produits. C'est là afin d'anticiper les contraintes réglementaires, comprendre les formalités douanières et connaître les conditions de mise sur le marché. Depuis le début de l'annonce des mesures par l'administration américaine, notre service s'est mobilisé aux côtés de nos partenaires, les douanes et la Direction générale du Trésor, notamment pour faire le point sur les informations et échanger sur la façon d'interpréter l'ensemble des textes et des décrets. Notre rôle est de pouvoir donner aux entreprises des informations actualisées, claires et fiables. Donc, pour cela, nous avons mis en place un dispositif, nous avons créé une hotline réglementaire. Dans un premier temps, les entreprises peuvent se diriger sur l'espace dédié du site internet de la DG Trésor et des douanes françaises. Et pour tout complément d'information sur des sujets réglementaires, les entreprises peuvent nous contacter via notre hotline à l'adresse générique réglementaire@businessfrance.fr. Donc, ce que notre service conseille aux entreprises, c'est de suivre les évolutions à venir. Comme vous l'avez déjà entendu, il y a des sources d'informations publiques tant en France qu'aux États-Unis à disposition des entreprises, comme on l'a déjà mentionné M. Rossin et comme le dira également Mme Brochet, notamment pour connaître les tarifs applicables à un produit. Aujourd'hui, je voudrais surtout vous dire quelques mots sur les centres d'excellence et d'expertise douanière. C'est vrai que c'est une ressource et un contact moins connu pour les entreprises. Ces centres d'excellence et d'expertise douanière sont des unités spécialisées au sein de la douane américaine qui se concentrent sur des secteurs industriels spécifiques. Donc, il y a plusieurs centres d'excellence et d'expertise, notamment dans plusieurs secteurs, sur les secteurs agricoles, vêtements, chaussures et textiles, automobiles, produits de consommation, machines, produits de santé et produits chimiques, par exemple. Et donc, ces spécialistes de l'importation aux États-Unis peuvent fournir des conseils aux entreprises, aux importateurs, notamment sur la classification, les exigences spécifiques aux produits, les taux de droits de douane en vigueur. Et pour finir, à ne pas s'oublier, bien sûr, c'est normal, malgré le contexte politique actuel qui accorde une importance majeure aux discussions sur les difficultés tarifaires, il est important de ne pas s'oublier la réglementation applicable aux produits en termes de normes. Les normes applicables aux États-Unis sont obligatoires à l'importation de vos produits sur les marchés américains. Donc, la certification CE est une exigence européenne qui n'est pas reconnue aux États-Unis. Donc, il est important de vérifier auprès des organismes fédéraux les normes pour que le produit soit conforme à la réglementation américaine. Donc, pour cela, notre service est également en contact avec les agences fédérales en fonction du produit, notamment avec la Consumer Product Safety Commission, la FDA, les ministères du Transport et d'autres agences fédérales et organismes de certification. Merci beaucoup. Nous restons à votre disposition. Eh ben parfait. Ben, elle a coupé son micro, mais on a bien compris. Ben, tout à l'heure, je lui poserai un peu une question pour savoir comment marche la hotline et puis quel est un peu le profil, par exemple, des entreprises qui sont intéressées à vous solliciter et qui sollicitent donc la hotline. Merci à vous. Alors, vous avez évoqué les douanes. Ben, vous me donnez une transition toute faite parce que nous allons parler évidemment des douanes avec vous, Valérie Brochet, donc chef de la section politique commerciale. On le voit là sur le transparent à la DGDDI, la Direction générale des douanes et des droits indirects. Vous êtes au cœur évidemment du système. Alors peut-être première question, puis on va tout de suite voir votre premier transparent. C'est un peu des informations pratiques, concrètes à l'importation aux États-Unis. Nous rappeler là aussi un peu, pour prolonger ce que nous disait Pierre Elliott, ce qui a changé et ce que ça implique au moment des déclarations douanières, c'est ça ? C'est cela, merci Monsieur Fleury. Oui, l'idée c'était de donner quelques éléments assez concrets aux entreprises pour matérialiser ce qui se passe au moment de l'importation aux États-Unis, puisque ces différentes mesures de politique commerciale se traduisent concrètement au moment du dédouanement par de nouvelles formalités à faire.
Cela se traduit notamment par quelques éléments supplémentaires à renseigner sur les déclarations en douane. Alors, nous avons fait un choix là, puisqu'il y aurait beaucoup plus d'éléments à donner, mais ça se traduit notamment par quelques codes qui identifient les mesures et qui sont à renseigner au moment du dédouanement. Donc, ça concerne vos clients, là, si vous êtes exportateur et si vous dédouanez aussi vous-même à l'importation aux États-Unis, vous avez à renseigner ces codes sur les déclarations en douane et sur les déclarations sommaires d'entrée également. Alors, nous avons fait le choix d'en mettre quelques-uns. Les trois types de mesures sont rappelés, ceux qui ont été évoqués tout à l'heure par Pierre Elliott. Par exemple, pour les droits additionnels qui portent sur l'acier et l'aluminium, au moment du dédouanement, en plus du code douanier, de la nomenclature qui identifie le produit, vous avez à renseigner des codes qui vont là, de 9903 à 8087, je ne vais pas tous les nommer, mais le code qui identifie en fait la mesure selon le type de produit donné. Pour les produits réciproques, pour les 10% de droits réciproques, ce sera d'autres codes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut bien s'informer de toutes ces mesures, connaître les nouvelles formalités qu'il faut faire pour procéder à un bon dédouanement et fluidifier les déclarations malgré le contexte actuel. Petite précision pour mémoire, ces mesures ne se cumulent pas. La hausse de 10% qui apparaît ne se cumule pas avec les autres. Avec les 25%, ce sera l'une ou l'autre. Simplement, tout cela va se cumuler par contre avec les droits de douane qui existaient avant. S'il y avait déjà des droits de douane sur le produit, on va rajouter 10% ou on va rajouter 25%. Au sujet des codes, je précise quand même que tous les codes doivent être indiqués dans un ordre bien précis sur la déclaration en douane. Lorsque vous en avez plusieurs à mettre, il est bon de se renseigner. Toutes les informations figurent sur le site de la douane. On y reviendra d'ici quelques instants. Nous donnons un maximum d'informations pour que les entreprises trouvent de quoi connaître ce qui concerne leurs produits et puissent réaliser les opérations de dédouanement dans les meilleures conditions. Eh ben, c'est parfait. On va voir le slide suivant si vous voulez bien. Effectivement, parce que la première chose à faire, de toute façon, c'est vraiment de se renseigner sur les mesures et sur vos produits et de savoir si les produits que vous exportez sont concernés par les mesures. Les sites de la Direction générale du Trésor et les sites de Business France ont été présentés et évoqués tout à l'heure. Ce sont des sources d'informations tout à fait à jour et qui comprennent de quoi se renseigner très utilement. Et la douane se met également au service de l'information des entreprises sur une page dédiée qui permettra d'apporter des réponses les plus concrètes et pratiques possibles. Vous y trouverez notamment un état des lieux et des mesures en vigueur. Vous y trouverez aussi des réponses aux questions très pratiques que vous pourriez vous poser qui seront liées à l'exportation et au dédouanement des États-Unis. Dans une page dédiée qui comprend un certain nombre de questions-réponses assez fréquentes que nous avons reçues de la part des entreprises. Vous trouverez notamment les éléments liés aux formalités à réaliser au moment de l'importation. J'en ai évoqué quelques-unes avec les fameux codes mesures. Vous trouverez aussi les produits qui sont visés par les droits additionnels et puis des questions très pratiques qui nous sont déjà remontées. Vous trouverez également un lien vers le tarif douanier américain, ce qui nous semble très important. Pourquoi ? Parce qu'il reprend tous les codes nomenclatures américains existants. Vous pourriez en avoir besoin pour bien identifier votre produit et savoir s'il est concerné par les mesures. Il indique également toutes les mesures de politique commerciale et leurs codes. Je les évoquais tout à l'heure. Vous les trouverez à la fin de ce HTS dans le chapitre 99. Et puis, dans ce tarif douanier américain, nous vous conseillons notamment de consulter très régulièrement les dernières informations disponibles qui sont reprises dans une rubrique spéciale que vous trouvez très vite lorsque vous consultez le site qui s'appelle Change Record. Et vous aurez dedans les dernières mesures qui sont rentrées en vigueur. Donc, ça vous permettra d'être bien sûr d'avoir vu passer tout ce qui pourrait vous concerner. Bon, ben parfait. Puis la plateforme de la DG Trade, évidemment. Tout à fait. Et je reparle d'Access to Market. C'est vraiment un outil très intéressant. Je crois qu'on va développer. Alors, le transparent suivant, s'il vous plaît.
Allons-y. Il s'agit d'un développement d'Access to Markets. Voilà. Je reviens sur le sujet parce que c'est vraiment d'une plateforme qui a été évoquée juste avant, développée par la Commission européenne et qui reprend toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour vos opérations du commerce international. J'ai mis un exemple là sur un produit en acier exporté de l'UE vers les États-Unis, un produit originaire de l'UE. Vous trouvez de façon très actualisée les taux de droits de douane qui sont applicables aux produits en question lorsque vous avez bien le code douanier. Et vous trouvez là, donc là il s'agit de taux de droits de douane, mais vous pourrez trouver aussi toutes les autres mesures applicables, les normes à respecter. C'est vraiment une mine d'informations que nous conseillons très régulièrement pour se tenir à jour et être sûr de pouvoir sécuriser au mieux ces opérations du commerce international et en mesure de les anticiper aussi. Le transparent suivant, voilà. Je reviens en arrière, pardon. Alors, je pense qu'il y a aussi quelques outils qui mériteraient d'être exploités dans ce contexte-là pour sécuriser au maximum les opérations d'exportation et faciliter les relations avec les clients. Un des premiers conseils que nous pourrions donner, une fois que l'on sait que les mesures existent, et qu'il y a des opérations à réaliser dans ce contexte-là, nous conseillons de bien sécuriser la nomenclature, c'est-à-dire le code douanier des marchandises. C'est important parce que c'est en fonction de ce code que l'on sait si le produit est concerné et que l'on sait donc quel est le taux à appliquer. Ce code douanier, au niveau international, est uniformisé, harmonisé au niveau mondial jusqu'au 6e chiffre. C'est-à-dire que voilà, les 6 premiers chiffres valables en Europe sont les mêmes que les 6 premiers chiffres aux États-Unis. Ce qui peut permettre d'effectuer des recherches dans Access to Markets et de pouvoir se renseigner correctement, en tout cas d'une façon assez sécurisée. On restait à ces 6 premiers chiffres. Un tout petit point de vigilance cependant concernant la nomenclature. Il n'y a pas aujourd'hui, il peut y arriver qu'il y ait des différences d'interprétation dans les règles de classement entre l'Union européenne et les États-Unis. Sur certains produits, en Europe, on va le classer à l'usage, par exemple, et puis aux États-Unis, on va se rendre compte que finalement, le classement est interprété d'une autre façon et le produit va être classé à la matière, dans un chapitre totalement différent. Ça peut arriver. Dans l'Union européenne, on a une harmonisation sur le sujet, mais ce n'est pas le cas au niveau international. Donc, ce que nous conseillons au sujet de la nomenclature, c'est d'avoir recours, si besoin, lorsqu'on pense qu'il peut y avoir des besoins de précision, d'avoir recours au renseignement tarifaire contraignant dans l'Union européenne, le RTC, qui sécurise le classement, mais il ne sera pas valable aux États-Unis. Donc, si besoin, l'importateur pourra avoir recours à l'équivalent du RTC, du renseignement tarifaire contraignant aux États-Unis. Ça, c'est la première mesure de sécurisation. Pensez à utiliser l'équivalent du RTC à l'importation aux États-Unis si besoin. Autre élément de sécurisation, c'est s'occuper de la notion d'origine, en particulier la notion d'origine non préférentielle. Pourquoi ? Parce que la taxation est assise sur l'origine non préférentielle des produits et qu'il n'y a pas d'harmonisation totale au niveau européen sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc, bien sécuriser l'origine non préférentielle de son produit, c'est permettre de donner la bonne information à son client et de permettre d'avoir une taxation correcte au moment de l'entrée aux États-Unis. Alors, comment se renseigner sur le sujet ? Retourner sur Access to Markets. Il y a un outil ROSA qui permet d'évaluer les règles d'origine, d'auto-évaluer les règles d'origine sur son produit. C'est une façon de se renseigner par soi-même en étant guidé par l'outil. On peut aussi, bien sûr, utiliser le RCO, le renseignement contraignant sur l'origine, procédure par laquelle la douane va faire cette analyse pour vous. Néanmoins, ce RCO va vous donner quelque chose qui sera valable dans l'Union européenne. C'est très utile au dédouanement à l'importation, mais à l'exportation, ça ne sera pas opposable aux douaniers américains. Donc là aussi, l'idée, c'est de se renseigner et d'utiliser tout équivalent possible côté États-Unis pour sécuriser cette notion-là. Et ne pas avoir de mauvaises surprises plus tard en attendant notamment vos clients et les importateurs.
Conseil suivant, expertiser ces flux et les possibilités qui sont offertes par les régimes douaniers. Pour certaines entreprises, il y a certains régimes douaniers qui n'étaient peut-être auparavant pas utilisés parce que pas nécessaires dans un contexte où il n'y avait aucune taxation. Aujourd'hui, il peut être nécessaire de revoir ces éléments-là, d'expertiser, de voir ce que l'on fait, est-ce qu'on exporte des produits finis, est-ce qu'on exporte des produits non finis qui sont retravaillés, qui reviennent. Il peut être intéressant de se pencher là-dessus et de gagner en expertise sur ces flux pour mieux optimiser les régimes douaniers et les autres possibilités qui existent. Bon, et puis, parfait. un dernier conseil, exploiter le réseau des accords commerciaux de l'Union européenne qui peuvent permettre de trouver des débouchés et passer. On va en parler avec Pierre Elliott, notamment. Alors, le dernier slide, c'est sur un peu votre implantation, notamment en région. Et là aussi, qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est d'abord en région, là où on est, que ça se fait, qu'on sollicite, c'est ça? Tout à fait. Je termine par une présentation des différents interlocuteurs douaniers qui sont à votre disposition pour vous informer, pour vous guider dans ce contexte actuel d'autant plus. Le premier, c'est Infodouane Service. Qui est un ensemble de collègues douaniers destinés à l'information des professionnels et des particuliers, des entreprises comme des douanes comme des touristes et des voyageurs, sur l'ensemble de questions générales. Ça peut être des formalités pour le dédouanement, pour l'import, pour l'export, ça peut être des voyages. Nous avons des conseillers qui sont joignables par téléphone et par courriel et qui, en ce moment, sont tout à fait à la disposition des entreprises pour répondre à leurs questions. Le deuxième interlocuteur, il s'agit des pôles d'action économique et notamment de leurs cellules conseil aux entreprises. Nous sommes une administration qui est présente sur tout le territoire en métropole et en outre-mer et au sein de 42 directions régionales, nous disposons de 40 pôles d'action économique sur tout le territoire qui sont dédiés à l'information et à l'accompagnement des entreprises de leur circonscription. N'hésitez pas à les contacter. Ce sont des collègues dont l'activité est dédiée à l'aide aux entreprises. Ils sont là pour vous guider de façon gratuite et personnalisée. Les cellules conseil aux entreprises, c'est plusieurs milliers de rendez-vous individuels par an pour les entreprises. Toutes les coordonnées sont sur le site de la douane et ce sont vos interlocuteurs privilégiés lorsque vous réalisez des opérations du commerce international. Contactez-les et ils vous renseigneront, ils pourront vous guider. Et puis, je mentionnerai aussi rapidement le service grand compte, qui est l'interlocuteur privilégié de quelques grandes entreprises qui sont suivies non pas par un pôle d'action économique, mais par ce service spécialisé. Bon, parfait. Et puis, il y a l'attaché douanier à Washington, notamment. On aura l'occasion de vous poser une question tout à l'heure, un peu qu'est-ce qu'il peut apporter, évidemment, et comment vous êtes en lien avec lui. Merci à vous pour toute cette présentation, puis vous rappelez le bureau, évidemment, où vous êtes, Comine 3. Merci à vous pour cette présentation extrêmement détaillée, puis je reviendrai donc vers vous avec une ou deux questions qui me traversent l'esprit. Merci à vous. On va partir à New York avec Frédéric. Donc, Frédéric Rossi, vous qui dirigez le Business France, donc outre-Atlantique, États-Unis et Canada. Peut-être un peu juste avant, Frédéric, la conjoncture là pour les entreprises françaises aux États-Unis, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Tant celles qui sont présentes que celles qui veulent exporter. Est-ce que vous avez quel est un peu le feeling sur le terrain? C'est un peu gelé ou au contraire, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dans le pipe, dans les tuyaux? Oui, Arnaud, aujourd'hui, on est le 87e jour de l'administration de Trump et il reste encore à peu près 1373 jours à tenir à ce rythme-là. Vous êtes précis, donc, le mot d'ordre des acteurs économiques aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou à l'extérieur, c'est plutôt keep calm and carry on, c'est-à-dire rester calme et essayer de tenir bon dans la conjoncture actuelle. Et pour ça, finalement, je pense qu'il y a deux points qui caractérise la situation aujourd'hui. Le premier, c'est évidemment, il faut chercher d'autres marchés potentiels que les États-Unis dans la conjoncture actuelle. Évidemment, il faut essayer de diversifier ses exportations, mais en même temps, aujourd'hui, à l'instant T, il n'y a pas vraiment d'alternative au marché américain dans beaucoup de secteurs et dans beaucoup d'activités. Le marché américain reste le premier marché du monde en matière de consommation, en matière d'importation, riche, résilient, early adopter, très innovant. Et la relation entre l'Europe et les États-Unis, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais je pense que les chiffres sont importants. C'est plus de 1530 milliards de dollars d'échanges chaque année.
avec effectivement, et c'est bien le cœur du sujet, un excédent pour les biens, mais aussi un déficit pour les services. Les plus gros excédents, c'est les Allemands qui les ont, c'est l'Irlande, c'est l'Italie. Et pour la France, on a un commerce de biens qui est plutôt relativement équilibré, puisque si on regarde les douanes françaises, on a un déficit aujourd'hui, enfin en 2024 avec les États-Unis, alors que si on regarde les douanes américaines, c'est eux qui disent qu'ils ont un déficit avec nous. Évidemment, il y a des différences de comptabilisation qui jouent, mais globalement, voilà, on est sur une relation qui est extrêmement dense en matière d'investissement aussi, puisque les investissements croisés, c'est plus de 5 000 milliards de stocks aujourd'hui, et donc c'est les deux blocs qui sont le plus liés aussi au niveau mondial. Je pense que ce qui est important de noter, c'est que contrairement à certaines crises qu'on a eues dans la relation transatlantique, là, il n'y a pas une crise comme en 2003, par exemple, où on voyait des Américains qui déversaient des bouteilles de vin français devant nos ambassades ou nos consulats. Il n'y a pas de rejet des produits français ou des produits même européens. Et les ménages américains veulent continuer à consommer des produits français et les acteurs économiques américains veulent continuer à travailler avec l'Europe et avec la France. Nos équipes ici discutent régulièrement avec plus de 3000 entreprises américaines et acteurs économiques américains. Et la seule chose qui leur vient, enfin, la première chose qui leur vient à l'esprit aujourd'hui, c'est "We feel sorry about this situation". C'est-à-dire que voilà, on a envie de continuer à travailler avec vous et on va essayer de trouver les moyens de le faire. Bon, en même temps, Frédéric, hein, la nouvelle certitude, c'est intéressant ce que vous nous dites, hein, c'est quand même qu'on est quand même dans une et c'était intéressant quand vous faisiez le compte à rebours, c'est qu'on est quand même dans une incertitude assez complète quand même. Hein. Exactement, c'est ce qu'a dit le ministre d'ailleurs tout à l'heure. Et puis, moi je me souviens quand j'étais basé au Moyen-Orient, on me disait toujours si vous pensez avoir compris, c'est qu'en fait on vous a mal expliqué. Et donc tout le monde est un peu dans cette situation aujourd'hui. Donc pour naviguer un peu dans ce contexte, il faut, je pense, bien regarder les fondamentaux économiques et ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est clair que tous les soft indicators, c'est-à-dire tous les indicateurs économiques de tendance, sont quand même assez mauvais aux États-Unis à cause de cette incertitude qui s'installe fortement au niveau de l'ensemble des acteurs. Par contre, on n'a pas encore, alors on sait évidemment la bourse, vous avez vu, on est rentré dans un cycle baissier assez important, et ça inquiète énormément les Américains, et c'est quelque chose qui peut faire changer aussi ou modifier la politique du gouvernement. Un point qui est important pour nos exportateurs, c'est qu'on s'est installé depuis quelques jours, voire quelques semaines maintenant, dans une dépréciation du dollar relativement forte, qui ajoute un premium aux droits de douane, donc il faut arriver à gérer également aussi. Et puis, on a eu un effet de stockage très très fort au cours des 3 derniers mois pour arriver jusqu'à fin mars, qui était lié à la crainte de ces droits de douane, un mouvement de consommation aussi assez fort. Le stock de voitures n'a jamais été aussi bas aux États-Unis qu'en ce moment. Et par contre, depuis une dizaine de jours, on voit que effectivement, on a une chute des flux qui sont prévus. Juste un point, c'est au niveau macroéconomique. Il y a là aussi énormément d'incertitudes. La Fed a fait part de pas mal d'inquiétudes hier. On ne sait pas si on va terminer l'année avec une récession ou pas de récession. Pour la première fois, l'écart est très très important dans les prévisions qui sont faites. Ça va de moins 2% à plus 3%. Vous imaginez un petit peu. Moi, ce que je pense, c'est que depuis en 2022 et en 2023, où j'étais déjà aux États-Unis, on annonçait déjà des récessions. Elles n'ont pas eu lieu. Donc, il y a une résilience qui est quand même assez forte de l'économie. Là, on devrait avoir un mouvement récessif plus important, effectivement. Mais il y a aussi des stimulus qui sont recherchés par le gouvernement actuel, notamment un stimulus budgétaire ou fiscal qui va être assez fort si le gouvernement américain arrive à faire passer des baisses d'impôts assez massives qui sont prévues. Parfait. Alors, est-ce que vous voulez nous dire un peu comment les conseils que vous voudriez nous donner, hein, c'est ce que d'un point de vue stratégique et puis d'un point de vue tactique, hein, en quelque sorte. Alors, sans tout nous détailler, on voit très bien ce que vous nous proposez, mais c'est vrai qu'il faut tout revoir en quelque sorte, hein, stratégie tactique. Exactement. Donc, il n'y a pas véritablement de stratégie unique qu'on peut appliquer à toutes les entreprises.
ou même à tous les secteurs d'activité, d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Il va falloir examiner ça au cas par cas. Nous, ce qu'on conseille beaucoup en ce moment, et on a beaucoup d'études pour le compte d'entreprises françaises qui nous demandent de revoir un petit peu leur product market fit, leur adéquation produit-marché aujourd'hui sur le marché américain. Ça passe par l'évaluation des prix aussi, le type de gamme de produits qu'on va commercialiser aux États-Unis. Quand il y a des mouvements de hausse tarifaire de ce type-là, en général, il y a toujours plutôt une montée en gamme. Les sociétés étrangères, particulièrement françaises dans les biens de consommation, ont parfois tendance à avoir des gammes de produits assez larges, trop larges peut-être, alors qu'aux États-Unis, les acteurs américains essayent de focus and scale, comme ils disent toujours. Et donc, c'est aussi le moment de regarder quels sont les produits rentables, les produits pas rentables, et puis de se focaliser sur les premiers, évidemment. Donc, moins de produits, plus de marketing, plus de volume dans le contexte actuel. Également, je pense que c'est important de voir qu'on est dans une dynamique qui ne touche pas que l'Union européenne, mais beaucoup de pays dans le monde, et que si, au bout de la pause de 90 jours, les droits réciproques étaient appliqués tels qu'ils ont été annoncés, il y aurait aussi des mouvements pour les sociétés dont les principaux concurrents ne sont pas des sociétés américaines, mais des sociétés d'autres pays dans le monde. On a vu que la Suisse, par exemple, était affublée de 32% de droits de douane, là où l'Union européenne était à 20%. Beaucoup de pays d'Asie sont aux alentours de 40-50%. Donc ça aussi, ça peut être aussi des belles opportunités pour aller chercher des parts de marché supplémentaires et de la croissance. Ça, c'est la partie stratégie. La partie tactique, eh bien, c'est évidemment de revenir à tout ce que Valérie a détaillé sur le sujet des droits de douane. Et nous, on a un message qui nous revient de la part de nos interlocuteurs américains, particulièrement les associations d'importateurs. J'en rencontre pas mal en ce moment, qui nous disent nous, on veut que les acteurs français, européens, les exportateurs échangent avec nous directement et de manière transparente pour essayer de voir comment on peut naviguer ensemble dans le cadre de cette situation. Et je pense qu'il faut être ouvert au dialogue avec ces importateurs et ces distributeurs américains pour voir comment on peut répartir aussi entre les différentes cascades de marge des différents acteurs et l'élasticité prix final du produit, comment on peut répartir ce nouveau fardeau des droits de douane. Je rappelle, mais Valérie l'a dit beaucoup mieux que moi, qu'il faut que les douanes, c'est très compliqué, les droits de douane, c'est très compliqué, il y a plein de dispositifs différents, et donc il faut aller prendre tous les conseils nécessaires et ne pas chercher soi-même à changer peut-être ou modifier le droit de douane d'un produit, parce que les douanes américaines s'en apercevraient rapidement et ensuite vous seriez blacklisté. Donc il y a des moyens d'optimisation, il y a des moyens de naviguer dans le contexte actuel, mais il faut faire quand même très, très attention à certaines tentations en la matière, notamment sur les règles d'origine aussi des différents produits que vous souhaitez exporter. Même chose aussi sur les scénarios de pricing, notamment pour les biens de consommation. Selon les canaux de distribution, on peut aussi moduler les augmentations de prix ou sa politique tarifaire. On voit qu'on a des retailers, par exemple, sur des produits de consommation qui sont plutôt très sensibles au prix par rapport à leurs clients. Et donc, là, l'idée, c'est plutôt d'absorber une partie de la hausse tarifaire. Par contre, quand vous distribuez sur le online, pour le coup, là, on peut avoir un peu plus de liberté sur l'augmentation des prix. D'autant plus, c'est une question qui était dans le chat et qui est importante, c'est que le de minimis de $800 sur les produits qui rentrent aux États-Unis de manière individuelle, qui sont commandés online. Les États-Unis, pour l'instant, ils mettent fin en ce qui concerne la Chine, mais pour l'instant, pas encore, en tout cas pas aujourd'hui, sur l'Union européenne. Donc, cette possibilité existe toujours pour ceux qui exportent directement depuis l'Union européenne. On a beaucoup de demandes aussi de la part d'entreprises qui cherchent, et parfois leurs importateurs eux-mêmes ou leurs distributeurs eux-mêmes leur proposent
qui cherchent à localiser une partie de la production ou qui cherchent à trouver un partenaire local qui fabrique à façon certains types de produits localement pour le marché américain, co-packing, localisation partielle. Ça peut être aussi une voie à explorer dans la conjoncture actuelle. Et puis le dernier point que je voudrais mentionner, c'est la chaîne logistique. Il n'y a rien de pire que dans une conjoncture comme aujourd'hui de ne pas arriver à servir ses clients au moment où ils vous font une commande. Et donc, on voit quand même beaucoup d'entreprises réaliser des stocks tampons aux États-Unis, découpler aussi leurs stocks tampons entre les États-Unis et le Canada, qui, contrairement à ce que c'était jusqu'à présent, deviennent finalement deux marchés de plus en plus distincts. Évidemment, ça coûte assez cher, ça mobilise de la trésorerie et donc, pour ce type d'activité aussi, de la même manière que sur les taux de change et sur la couverture d'assurance crédit, allez voir BPI France et allez voir aux assureurs crédit également pour trouver les meilleures solutions en la matière. Voilà, et puis le dernier point que je voudrais dire, c'est vraiment de jouer collectif dans cette période-là, développer votre réseau de partenaires, venez aux États-Unis, rencontrez les acteurs américains avec lesquels vous allez travailler ou vous travaillez régulièrement pour capter un peu les signaux faibles. Je parlais des États-Unis et du Canada et du Mexique au sud. Il va y avoir beaucoup de changements dans les chaînes de valeur. Également, on a aujourd'hui un certain nombre d'acteurs canadiens qui viennent nous voir et qui nous disent j'ai de la part de mes clients un boycott des produits américains dont je cherche des produits de substitution. Ça peut arriver dans l'agroalimentaire notamment. Et donc n'oubliez pas le marché canadien qui est certes beaucoup plus faible en volume que le marché américain, mais qui se tourne résolument vers l'Europe et vers la France aujourd'hui. Et puis, on a, nous, Business France, sur le terrain en Amérique du Nord, à peu près une centaine de collaborateurs qui sont à la disposition des entreprises, non seulement pour traiter ces sujets tarifaires, mais là, on est moins experts que notre service réglementaire à Marseille et surtout les services des douanes. Et on a, pour le coup, un excellent conseiller douanier aussi à Washington qui peut conseiller les entreprises. Mais par contre, au-delà du sujet tarifaire, il y a aussi plein d'autres choses qui bougent dans beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui aux États-Unis, des réglementations, difficultés liées à la main-d'œuvre, sujets aussi sur les mobilités de personnel, etc. Et donc, pour tout ça, j'ai la chance d'avoir donc une petite centaine de collaborateurs qui sont à la disposition des entreprises pour les aider à revoir complètement leur stratégie sur le marché américain. Bon, ben c'est parfait. Merci à vous, Frédéric. Alors, vous m'aviez dit, il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous m'avez dit, et c'était une anecdote d'une personne qui avait tout perdu parce qu'elle importait des tapis de Chine, par exemple, une américaine. Et comment elle essaie de se relancer, elle a fait un podcast qui a eu énormément de succès aux États-Unis, sur, je crois c'était du New York Times. Ça montre quand même la résilience américaine, et donc il faut qu'on s'inscrive aussi dans cette logique-là avec eux, quoi. Voilà, exactement. Alors, je vais pas raconter toute l'histoire là, parce que je pense qu'on n'a pas le temps, et que vous allez me gronder sinon, mais je vous invite tous à aller sur The Daily, qui est le podcast du New York Times, et c'était lundi dernier, donc vous pouvez écouter cette émission. C'est assez révélateur de la posture aujourd'hui des PME américaines. C'est effectivement quelqu'un qui a eu un grand succès, notamment avec Shark Tank, financé son entreprise, etc. Elle atteint jusqu'à 15 millions de dollars d'activité, mais en hypothéquant sa maison et en prenant des risques très importants. Et puis au final, elle a tout perdu parce que tout est importé depuis la Chine et donc ses stocks sont bloqués entièrement en Chine. Elle ne peut pas livrer Walmart, Target, etc. Mais par contre, les leçons qu'elle tire de ça, c'est d'une part que ça va être difficile pour elle de réindustrialiser quoi que ce soit aux États-Unis. Donc ça, qui est quand même l'un des objectifs principaux de la politique du gouvernement, de l'administration actuelle. Donc, beaucoup d'incertitudes quand même sur ce côté réindustrialisation aux États-Unis. Mais par contre, une foi inébranlable dans le fait que elle va refaire du business et elle va du coup choisir des sites de fabrication divers dans plusieurs endroits du monde et aussi ne pas développer que le marché américain, mais développer le marché global pour ses produits. Voilà. Et donc, c'est intéressant comme message.
Absolument, merci à vous. Ben, parfait. J'aurais là aussi quelques questions à vous poser. C'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, hein, parce que le dollar, certains estiment que Trump pourrait essayer de le faire baisser de 30%, hein, pour retrouver des pouvoirs d'achat équivalents. Et puis juste une petite information, je ne sais pas si vous avez vu Frédéric, quand vous parliez de pricing, eh ben, Hermès aujourd'hui a décidé de répercuter, mais c'est Hermès, c'est le luxe, a décidé de répercuter intégralement la hausse des taux d'intérêt. On va peut-être un peu dépasser le timing parce que y a beaucoup de questions évidemment. Vous êtes toujours près de 1400 à être branchés. J'ai plus de 240 questions qui sont aujourd'hui posées sur la plateforme. Alors voilà, on va peut-être un peu déborder. On rappellera quand même qu'il y aura le replay et puis l'ensemble des PPT, hein, des transparents seront disponibles pour vous en les téléchargeant. Alors, un petit mot très rapidement, Pierre Elliott, peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur la diversification? Valérie évoquait les accords de libre-échange. On en a signé d'importants, le Canada, le Vietnam, va peut-être sans doute rouvrir l'Inde, hein, qui était dans le pack depuis des années, qui était bloqué, la Malaisie, le Mercosur évidemment, voilà. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire un peu sur la diversification des exportations européennes et donc des exportations françaises? Qu'est-ce que vous voudriez nous dire? Comment s'en saisir et comment voyez les choses? Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que environ 50% du commerce extérieur européen n'est pas couvert par des accords préférentiels, donc se fait sous l'empire des règles de l'OMC qui sont aujourd'hui fragilisées. Et donc, il y a cet objectif européen de pouvoir développer le réseau des accords de libre-échange. Les plus récents qui ont été signés, certains entrés en vigueur, vous avez la Nouvelle-Zélande, vous avez la modernisation de l'accord avec le Chili, avec le Mexique, et puis vous avez la conclusion d'un partenariat avec le Kenya. Cette année, il y a des négociations qui sont relativement avancées avec au moins 3 partenaires, avec l'Inde, l'Indonésie et l'Australie, donc 3 marchés relativement significatifs, avec à chaque fois l'objectif de baisser les barrières douanières et puis de faciliter le commerce, faciliter les procédures pour vraiment sécuriser des nouveaux marchés pour les entreprises. Et puis un agenda de négociation toujours pour d'autres accords, sans doute un peu moins mûrs, mais avec une volonté d'avancer de la Commission. Beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, donc Malaisie, Philippines et Thaïlande, et puis l'annonce du lancement de négociations avec les Émirats arabes unis la semaine dernière. Un deuxième point que je voulais faire, c'est le fait que ces accords, une fois qu'ils sont négociés, il faut qu'ils soient exploités. Et c'est un point que faisait Valérie. On a fait une petite étude côté Trésor il y a je pense, 1 ou 2 ans sur le sujet, et on voit qu'on a des marges de progrès sur l'utilisation des préférences tarifaires. Donc en fait, réussir à capter le taux de préférence qui est offert pour chaque produit et qui a été négocié par la Commission. Et en fait, si on regarde, ça représente à l'exportation des économies autour de 500 millions d'euros par an pour les entreprises. Donc ça reste quand même assez substantiel pour les entreprises françaises. Et puis le dernier point, c'est l'agenda de lever des barrières au commerce. Donc on a, que ce soit dans un accord ou hors accord de commerce par ailleurs, nos entreprises peuvent se rendre compte que quand elles essaient d'accéder à un marché qui est censé leur être ouvert, elles ont une barrière réglementaire, une barrière qu'elles ne sont pas censées rencontrer parce que elles sont contraires aux engagements internationaux du pays. Et là, il y a tout un travail de nos services économiques et de la DG Trade à Bruxelles pour engager ce dialogue avec les autorités. C'est un travail qui est plutôt fructueux, puisqu'il y a 39 barrières qui ont été levées l'année dernière, qui offrent donc des marchés plus sécurisés aux entreprises. Alors, dernière question peut-être, la question de la Chine. Vous avez vu que les Américains ne se sont pas prévus de nous avertir qu'en quelque sorte, ce qui serait la conséquence d'un durcissement européen, évidemment, et puis ce serait que les Européens et les Américains n'arrivant plus à s'entendre, les Américains étant très en tension permanente avec la Chine, ce serait que les produits chinois iraient se déverser chez nous et mettant à mal l'industrie européenne qui n'en a peut-être pas besoin. Alors, comment voyez-vous les choses? Est-ce qu'il y a des instruments au niveau européen qui permettraient quand même de lutter contre cette invasion chinoise qui irait sur nos rives? Et comment lutter contre cette invasion? Comment s'en prémunir? Il y a des choses ou pas? Alors, peut-être 3 points. Le premier, c'est que c'est un sujet de très forte attention politique, tant de la présidente de la Commission qui en a parlé très, très rapidement après l'annonce des droits réciproques américains, que de nos autorités politiques
en France. Donc, l'idée de se dire que il ne faut pas que l'Union européenne et ses industriels et ses producteurs soient la victime collatérale des tensions entre les États-Unis et la Chine. Ensuite, peut-être le deuxième point, c'est que en conséquence, et à la demande des ministres du Conseil des ministres de l'Union européenne, la Commission a créé une task force de surveillance des flux qui croise les équipes de la DG Trade et de la DG Tax Sud, donc les experts commerce et les experts douaniers, pour pouvoir vraiment suivre de manière extrêmement fine tout risque de redirection. Et puis, le troisième point, c'est qu'est-ce qu'on fait quand tout ça s'est passé? On a une boîte à outils qui permet de réagir et c'est, alors si des personnes du secteur de l'acier sont connectées, c'est le mécanisme de sauvegarde que ces personnes connaissent puisque c'est un mécanisme qu'on a activé à partir de 2018 sur l'acier et qui vise en fait à remonter nos barrières douanières pour protéger nos industries face à un afflux important et qui menace de porter préjudice à nos industriels. Voilà. Bon, ben parfait. Ben merci à vous pour ces deux sujets qu'on a tous en tête, hein, évidemment. La réorientation de nos échanges en Europe et puis la question du basculement de ce qui ne va pas aux États-Unis vers l'Europe des produits chinois. Merci à vous. Alors, une petite question à Valérie, par exemple, parce que j'écoutais très attentivement ce que nous disait Frédéric sur la douane, par exemple. Don't cheat, hein, ne trichez pas, évidemment. Mais enfin, on peut quand même se poser une question. Est-ce qu'on pourrait tenter de simplifier, de remplir la déclaration d'une telle façon que ça arrange l'entreprise, en anticipant peut-être moins de contrôle, un contexte mouvant, et puis en jouant un peu peut-être sur la composition des process, qui fait qu'on aurait des taux différents pour bénéficier donc évidemment de taux plus bas. Là aussi, je pense que vous allez nous dire, attention, pas tricher. Tout à fait. Il y avait une phrase tout à fait parlante dans le support de Frédéric. Bien évidemment, certes, les douanes américaines vont être très occupées, il y aura beaucoup de choses à contrôler, mais non, on ne triche pas. Voilà, on se renseigne. Vraiment, le conseil à donner, c'est se renseigner et remplir cette déclaration de façon tout à fait correcte, parce que c'est le gage d'une tranquillité et de flux de dédouanement qui se passent bien, et derrière de flux logistiques qui peuvent s'enchaîner de façon correcte. Donc non, on se renseigne et on remplit les déclarations très correctement. Oui, on essaie de ne pas optimiser, alors, en quelque sorte. Hein. Alors, dites-moi, vous avez, c'était très intéressant tout à l'heure, vous avez développé un peu les contacts que vous avez avec les administrations américaines, les administrations douanières, notamment américaines, qui doivent être très sollicitées. Alors là aussi, est-ce qu'ils sont confrontés à une désorganisation totale? Est-ce qu'ils sont comme d'autres administrations avec de nombreux départs, etc.? Est-ce que c'est le flou le plus complet? Ou est-ce qu'on arrive à peu près à savoir où ils mettent les pieds et comment on peut traiter avec eux, hein. On rappellera, vous l'avez dit, hein, que vous avez un attaché à Washington, à l'ambassade de France, qui connaît évidemment bien ses interlocuteurs américains. Tout à fait. Alors j'évoquais tout à l'heure le réseau douanier au sein de la métropole et de l'outre-mer, qui travaille, d'ailleurs ça a été dit par Melissa, très régulièrement avec la team France Export. On a aussi une présence à l'international à travers des attachés douaniers présents un peu partout dans le monde, et nous avons un conseiller douane à Washington, Marc Dagorn, qui est connecté, que je salue, que je remercie pour toutes les informations quotidiennes qu'il nous relaie. Vous le disiez, donc il est en contact avec les différentes autorités, notamment avec la douane américaine. Alors oui, la douane américaine en ce moment a beaucoup de travail, d'autant qu'elle est sur plusieurs fronts, le front du contrôle migratoire d'un côté, et puis tout ce qui se passe au niveau du dédouanement. Donc elle est très occupée. Néanmoins, il y a d'excellentes relations avec les douanes américaines. Voilà, notre conseiller douane a d'excellentes relations avec nos collègues américains. Il y a une vraie demande côté aux États-Unis de coopération qui fonctionne très bien dans la lutte contre la fraude, mais qui fonctionne aussi bien au niveau du dédouanement. Alors certes, on a des collègues qui sont quand même très occupés par tout ce nouveau, ces nouvelles modalités qui arrivent, ces nouvelles mesures à mettre en œuvre. Donc de temps en temps, certaines questions qu'on relaie ont un délai de retour un peu plus long qu'avant, mais une excellente coopération avec nos collègues. Et à chaque fois que les entreprises nous font remonter via les pôles d'action économique, via IDS, des questions auxquelles on n'a pas de réponse parce que c'est des choses très précises côté américain, bien sûr, on le fait remonter à notre attaché douanier qui contribue pleinement à notre information en ce moment.
Bon, ben parfait. Merci donc pour tous ces renseignements, ma chère Valérie. Alors, Melissa Guéné-Garcia, vous évoquiez la hotline hein, que vous avez mise en place. Quelle est un peu la typologie des demandes euh, des entreprises, le profil aussi de ces entreprises? Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux éléments? Oui, bien sûr. Alors, actuellement, les entreprises nous contactent pour confirmer les informations reçues de leurs clients, de l'importateur, des transporteurs. Également connaître les taux de droits de douane applicables à leurs produits, savoir si un type de certificat est nécessaire pour importer les produits, comprendre comment ces mesures sont appliquées, à partir de quand elles le sont. Mais au-delà des questions relatives à ces mesures actuelles dans ces contextes spécifiques des droits de douane, les entreprises nous contactent également pour connaître les réglementations qui s'appliquent à leurs produits en termes notamment d'étiquetage, des certifications et des compositions. Pour ce qui concerne les profils des entreprises qui sollicitent l'outline, ce sont principalement des PME et des TI. Au début, après l'annonce des premières mesures sectorielles sur l'acier et l'aluminium, nous avons reçu quelques demandes de la part d'entreprises, surtout du secteur de l'ameublement et de la décoration. Et ensuite, bien sûr, après l'annonce des mesures relatives à l'application des droits de douane réciproques, logiquement, d'autres secteurs ont commencé à nous solliciter également, agroalimentaire, textile, cosmétiques, vins et spiritueux, loisirs, art de la table, industrie et dispositifs médicaux, par exemple. Voilà, je rallumais mon micro. Dernière petite question, puis après on va conclure avec Frédéric Rossi, on va repartir à New York. L'accès à l'information, le contact avec les autorités locales aux États-Unis, là aussi c'est un peu la même question que pour Valérie, est difficile ou pas? Le contact en général avec les autorités aux États-Unis est généralement fluide. Pour nous, il faut compter un délai d'environ 10 jours et 15 jours pour obtenir des réponses. Le contexte actuel, bien sûr, fait qu'il peut y avoir un peu de retard dans le traitement de nos questions, mais les sources officielles sont généralement à jour, ce qui nous permet de réviser les textes réglementaires en toute autonomie. Et bien sûr, dans le cadre de nos échanges, il est important de leur communiquer des informations détaillées afin qu'ils puissent nous aider au mieux. Donc, nous demandons toujours aux entreprises de nous préciser, par exemple, le pays d'origine de la marchandise, les fabricants, la composition de la marchandise et l'utilisation prévue de l'article. Eh ben parfait, merci à vous ma chère Melitza. Près de pas loin de 300 questions, c'est vous dire l'intérêt hein, suscité par ce webinaire. Il y aura du travail hein, du côté de Business France, du côté de la DG Trésor et puis des douanes hein, pour répondre évidemment. Vous allez essayer de répondre, je sais, hein, vous m'aviez dit individuellement hein, à chacune des questions. Mon cher Frédéric, on se pose la question évidemment d'investir aux États-Unis. C'est un mouvement qui est maintenant très relancé hein, depuis quelques années, y compris d'un point de vue industriel. Alors, il faut être dans les États rouges, les États républicains ou les États bleus, les États démocrates, qui sont plutôt les États démocrates, c'est plutôt les États Nouvelle-Angleterre, Californie, etc., où il y a une grosse base industrielle, l'Illinois, mais il y a aussi le Texas qui est rouge, qui est donc républicain, où il y a les États de Caroline, hein, par exemple, hein, qui maintenant se développent beaucoup industriellement. Alors, il faut choisir en fonction de quoi? La couleur politique ou plutôt les atouts des uns et des autres en termes d'État? Qu'est-ce que vous diriez? Il faut choisir avant tout là où est son business. Il faut aller dans l'écosystème qui est le plus favorable à son business. On a de plus en plus d'études justement de localisation pour essayer de voir quel est l'écosystème le plus favorable pour les différentes sociétés françaises ou européennes qui veulent s'implanter. Après, c'est vrai que la situation actuelle fait bouger quelques lignes. On parle souvent effectivement de bleu et de rouge et parfois lorsque l'État fédéral supprime un certain nombre de financements dans certains secteurs d'activité, les États fédérés, qui soient bleu ou rouge d'ailleurs, peuvent prendre le relais pour relancer les investissements dans tel ou tel domaine. Donc pour le coup, c'est ça qu'il faut regarder. C'est un schéma qui bouge beaucoup en ce moment. Après, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup parlé de l'IRA, par exemple, l'Inflation Reduction Act, avec des investissements assez massifs sur la décarbonation des industries. Ces investissements, ils ont été à plus de 80% dans les États dits rouges, donc les États républicains. Et donc, ils ne s'arrêtent pas du jour au lendemain.
ou en tout cas politiquement, c'est assez difficile de les stopper du jour au lendemain. Et ce qu'on a même, c'est parfois des projets qui sont rebaptisés, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de décarbonation d'une industrie, parce que c'est un mot qui devient tabou. Climate Tech, par exemple, ça fait partie des 200 mots qui sont rayés du vocabulaire. Mais par contre, on peut parler d'augmentation de la productivité dans une industrie X ou Y. Et le projet peut continuer sous certains formats. Voilà. Donc, on a des situations multiples. On entretient des bonnes relations avec au moins une bonne vingtaine d'États fédérés à travers nos homologues. Et donc, on peut aussi vous aider à naviguer dans cet environnement. Et c'est vrai que l'IRA, c'était sous Biden, hein, par exemple. Alors, dernière question. C'est intéressant ce que vous m'avez dit, hein, comment tout ça est reprofilé, comment le vocabulaire change. Et puis, il y a derrière, là aussi, hein, ce à quoi on s'attend, c'est la déréglementation, la dérégulation à la Trump. On connaissait celle de Reagan, mais c'est celle à la Trump. Même si on n'a pas vu grand-chose, hein, finalement, on est beaucoup focalisé sur la politique tarifaire. Alors, ça voudrait dire quand même que si ça se met en musique, il y aura des secteurs plus porteurs qu'il faut que les Français puissent anticiper et d'autres qui pourraient en subir les frais, en quelque sorte. Oui, alors la situation est encore en construction, comme vous le disiez. C'est encore un peu tôt pour tirer des leçons très claires, mais effectivement, on voit que dans les secteurs comme la santé, par exemple, ou plutôt la santé digitale, c'est-à-dire l'application de l'IA à la découverte de nouveaux médicaments, etc. Là, on voit effectivement des assouplissements dans réglementation actuelle qui font que les États-Unis vont devenir plutôt attractifs, encore plus qu'ils le sont aujourd'hui en la matière. Voilà. Là, je vous invite à chacun à aller consulter chacun de mes directeurs d'activité, c'est-à-dire on est répartis en Amérique du Nord avec des pôles d'activité dans toutes les filières et on suit précisément du coup quelle législation, quelle déréglementation est mise en place selon les secteurs d'activité. Bon, ben, parfait. Voilà, et puis effectivement, vous mettez cette slide, on organise en France 2 événements importants pour aider les entreprises françaises à naviguer et à décoder ce contexte-là, à la fois sur le Canada. Je répète, très important de regarder le Canada aujourd'hui parce que en plus, on a un accord de libre-échange qui fonctionne bien avec le Canada, qui s'appelle le CETA, et qui permet de rentrer facilement sur le marché aujourd'hui. Et puis, évidemment, les États-Unis, événement qui aura lieu le 6 novembre prochain. Voilà, absolument. Et puis, rappelez donc vos 6 bureaux, hein, beaucoup de missions, hein, évidemment, d'accompagnement toujours, hein, notamment, j'imagine, pour les secteurs les plus touchés potentiellement par les droits de douane américains. Merci à tous les 5 d'avoir été en notre compagnie. Un très beau panel. Vous nous avez apporté beaucoup de choses pratico-pratiques, hein, comme je le disais tout à l'heure. Près de 1500, vous étiez de 300 questions. Alors, il y aura, vous l'avez dit, donc effectivement, réussir au Canada, hein, Frédéric, 13 juin à Paris. Réussir aux États-Unis le 6 novembre 2025. On n'oubliera pas d'ailleurs d'autres webinaires à dimension plus sectorielle, hein, que Business France, je crois, va mettre en place, hein, notamment en collaboration avec des interprofessions qui en ont besoin. Par exemple, il y a eu, hein, vous avez fait un webinaire, je crois, c'était hier, hein, c'était l'exportation de produits art de vivre aux États-Unis, par exemple. C'était hier, ben voilà, ça permettait déjà d'avoir des éléments de réponse. Rappelez également qu'il y aura le conseil présidentiel, hein, pour le commerce extérieur qui devrait se tenir avant l'été normalement. Donc et voilà, Pierre Elliott qui confirme, hein, évidemment. Ben, tout ceci, on devrait quand même en savoir plus, hein, notamment sur cette question de la volatilité, comment on fait face, la diversification nécessaire, hein, dans un contexte, surtout si le dollar devait se dévaluer d'une certaine proportion, hein, comme certains l'estiment, hein, qui pourrait être la prochaine arme de Trump, hein, l'arme monétaire après l'arme commerciale. Rappelez également donc les replays, hein, qui seront disponibles très rapidement. Et puis, vous pouvez télécharger d'ores et déjà donc les différentes présentations, hein, qui ont été diffusées en direct au cours de ce rendez-vous. Voilà, et ben, merci à vous tous. Mes remerciements, évidemment,
aux organisateurs de, je l'ai dit, Business France en partenariat avec les douanes et en partenariat avec la DG Trésor. Laurent Dinet, chef du service réglementation internationale Business France. Merci à vous, Laurent. Merci à vous, Philippe Marek, directeur du département Info Conseil chez Business France. Et puis, l'administration impeccable, l'administration du webinaire, notamment Pauline Alverne, Estelle Cheval Arredondo, et puis d'autres aussi qui ont donc contribué à la réussite de ce très beau rendez-vous. Merci, mon cher Frédéric à New York. Merci, Pierre Elliott à Bercy. Merci, Valérie les douanes. Et puis, Mélissa au service de la réglementation internationale de Business France à Marseille. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir.